Alors, notre communication comporte deux parties. La première partie, c'est un plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur, initiative, stratégie et déploiement dans l'ensemble des établissements du Québec, d'enseignement du Québec. Ça nous sera présenté par M. Yvan Fortier, M. Frédéric Fournier et Mme Marie-Noëlle Sergerie. La deuxième partie, qui est la gestion de l'implantation du numérique à l'UQAM, partage de stratégies et de pratiques pédagogiques, ça nous sera présenté par Mme France Gravel, qui est professeure en gestion de l'éducation et nouvelle gouvernance, et M. Frédéric Fournier, qui est professeur en didactique et en collaboration avec Alain Stocklès, qui est professeur en didactique, Martin Rivet, Jean-François Tremblay, directeur du service de l'audiovisuel, tous de l'UQAM. Alors, vous avez 30 minutes. Oui? Madame Lee, Oui? c'est qu'il y a un collègue du ministère. C'est pas M. Frédéric Fournier, c'est le collègue. Et comment s'appelle-t-il, le collègue? Éric Roy. Éric Roy. Bon, on m'avait donné la mauvaise information, mais c'est pas grave. Monsieur Roy, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Alors, le premier groupe, vous avez 15 minutes top shape, et le deuxième groupe, vous avez 15 minutes top shape. C'est parti. Bonne présentation. Bonjour, merci d'accueillir le ministère au REFAD. C'est la première fois qu'on est présent avec vous. Et le Québec s'est doté d'un plan d'action numérique l'an dernier. Donc, c'est avec bonheur qu'on vient vous le présenter aujourd'hui et pour faire des liens également en lien avec la formation à distance. Avant d'aller plus loin, peut-être de camper les rôles des trois. On est trois du ministère ce matin, trois collègues. Donc, pour ma part, je suis au bureau de la mise en œuvre du plan d'action numérique et je suis conseiller pédagogique en numérique, donc au bureau de la mise en œuvre. Et j'inviterai mes deux autres collègues à préciser leur rôle également. Merci. Éric Roy, je suis coordonnateur de l'équipe du développement pédago-numérique au ministère de l'Éducation. Donc, je suis responsable du dossier de la formation à distance pour les jeunes du primaire et secondaire. Bien, bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Marie-Noëlle Sergerie, je suis également au bureau de la mise en œuvre du plan d'action numérique avec mon collègue Yvan. Moi, je suis responsable des mesures enseignement supérieur du plan d'action numérique et également responsable du dossier de la formation à distance de façon transversale à tous les ordres d'enseignement au ministère. Donc, voilà. Merci. Donc, notre présentation de ce matin, le PAN, ça change quoi au niveau de la formation à distance? Donc, actuellement, le numérique a des répercussions sur l'ensemble des activités du système éducatif. Ça fait naître de nouveaux besoins, de nouvelles possibilités. Par contre, son intégration soulève des questions complexes qui demandent des réponses ancrées dans une vision à long terme, et c'est ce que le plan d'action nous a permis d'avoir, de se doter de cette vision. Le plan d'action numérique a ses assises au niveau de la stratégie numérique du Québec, mais également de la politique de la réussite éducative. Différents mémoires ont été déposés pour guider, pour influencer la rédaction du plan d'action numérique. Et bien entendu, dès 2016, il y a une vaste consultation qui a été menée. Le lancement s'est produit le 30 mai dernier, donc on est à quelques jours de la première année qu'on va pouvoir célébrer le lancement du plan d'action numérique. La première année, pour nous, c'était une année d'exploration, une année également où on se donnait le droit d'explorer, de tenter de mettre en œuvre les 11 mesures phares du plan d'action numérique. Donc, ce qu'on voulait, c'est que les milieux puissent s'approprier cette vision autour du plan d'action numérique. Printemps 2017, petite équipe. Quand je vous dis une petite équipe, c'est 4 personnes qui ont travaillé au ministère à recenser, à préparer la rédaction du plan d'action numérique pour donner un sens au plan d'action. À l'automne 2017, le bureau de la mise en œuvre du plan d'action numérique a été créé et actuellement, on est une douzaine de personnes à travailler au plan d'action numérique. Et bien entendu, c'est très peu, donc on a besoin des différentes directions du ministère à l'interne pour nous supporter et tous les acteurs du réseau. Au niveau des valeurs du plan d'action numérique, il y en a 4. Donc, la collaboration, la flexibilité, la mutualisation et l'équité. Donc, ces 4 valeurs-là, on veut vraiment qu'ils vivent, on veut leur donner du sens à travers l'ensemble des actions du plan d'action numérique. Notre vision qu'on s'est donnée, donc une intégration efficace et une exploitation optimale du numérique au service de la réussite de toutes les personnes qui leur permettent de développer et de maintenir leurs compétences tout au long de leur vie.
Ce n'est pas juste de se donner une vision, mais il faut être capable de passer également à l'action, donc d'une vision à l'action. 3 grandes orientations découlent du plan d'action numérique au Québec, 9 objectifs, 8 axes d'intervention et 33 mesures, dont 4 mesures spécifiques à la formation à distance. Et ça ne veut pas dire que les autres mesures n'ont pas d'impact sur la formation à distance. Prenons l'exemple de la mesure 1 du cadre de référence de la compétence numérique qui a été annoncée dernièrement. Ça a un impact également au niveau de la formation à distance. On pourrait nommer également la mesure 5 qui est au niveau de la formation du personnel, qui a un impact assez important. Le plan d'action est prévu sur 5 ans. On veut qu'il demeure évolutif, on veut être agile, on veut s'adapter. On ne connaît pas la réalité dans 2 ans, dans 6 mois. Qu'est-ce qui va nous arriver avec le numérique? Donc, on veut être capable de s'adapter et de réagir. Et bien entendu, on a besoin de la collaboration de tous les acteurs. Lors de la rédaction du plan d'action numérique, il y a 3 grands constats qui ont été mentionnés en lien avec la formation à distance. Le premier constat, l'implantation des technologies numériques a offert aux établissements d'enseignement la possibilité d'accélérer le développement de la formation à distance et d'en diversifier les modalités. Deuxième constat, la FAD est devenue un incontournable dans le paysage éducatif à l'échelle mondiale et connaît une croissance soutenue. Et le dernier constat, elle doit permettre de mieux répondre aux attentes et aux besoins des nouvelles générations d'apprenants, dont les profils sont de plus en plus diversifiés et le quotidien marqué par la mobilité. Ces 3 principaux constats ont influencé les différentes mesures du plan d'action. Donc, les 4 mesures du plan d'action en lien avec la FAD sont issues de ces 3 constats. J'inviterai maintenant M. Éric à vous parler de la première mesure, la mesure 19. Donc voilà, grâce au plan d'action numérique, donc la mesure 19 qui est de favoriser le déploiement de la formation à distance à l'enseignement primaire et secondaire, on avait maintenant l'autorité de mettre en place des projets pilotes au primaire secondaire dans les écoles du Québec. Il y a aussi, on sait que la loi de l'instruction publique au Québec est très restrictive par rapport à cela, mais grâce au projet de loi 144 qui visait les élèves scolarisés à la maison, qui a été voté un petit peu avant le dévoilement du plan d'action numérique. Maintenant, il y a un article dans la LIP qui nous permet de mettre en place des projets pilotes en formation à distance. Et c'est vers là qu'on est parti. Donc, dans le plan d'action, la mesure 19 prévoyait la création du Service national du récit en formation à distance, dont les gens qui en font partie sont avec nous aujourd'hui. Le récit, c'est un regroupement de conseillers pédagogiques. Il y a maintenant 190 conseillers pédagogiques un peu partout au Québec qui sont là pour accompagner les enseignants, pour les former, pour les aider à intégrer le numérique dans leur pédagogie. Donc, ces gens-là vont pouvoir aider les enseignants à intégrer la formation à distance. Aussi, donc, voilà, il y a un projet pilote qui va s'en venir très bientôt. Vous voyez les différentes clientèles qu'on va viser pour les premières années du projet pilote. Donc, nos intentions sont d'abord de travailler avec les gens du réseau. Donc, on sait qu'on a plein de gens innovants dans le réseau, dans nos écoles. Donc, c'est vraiment avec eux qu'on veut travailler. C'est d'ailleurs pourquoi on a donné le mandat au récit de s'occuper de la formation à distance. On veut aussi respecter l'autonomie professionnelle des enseignants. On veut respecter l'autonomie des commissions scolaires. Donc, c'est vraiment avec ces intentions-là qu'on va de l'avant. Les commissions scolaires vont bientôt être invitées donc à participer au projet, donc à soumettre leur candidature. Donc, ils recevront bientôt une lettre pour participer au projet. Mais malgré ça, il y a quand même des choses qui sont commencées. On a vu hier le projet de Fadio, donc avec la formation à distance synchrone entre 2 écoles de Squatec et de Cabano. Eh bien, on supporte Fadio pour aller encore un peu plus loin, intégrer d'autres écoles qui vont pouvoir essayer ça. Il y a présentement 5 commissions scolaires qui vont participer au projet. On a déjà un projet pilote pour l'enseignement du braille en anglais, donc à distance, qui va être mis en place l'an prochain. On a un projet pilote pour les élèves malentendants. Bref, on vise vraiment quand même une clientèle très variée. Donc, ça veut dire que vous verrez donc bientôt dans les écoles du Québec, au primaire et au secondaire, de la formation à distance, autant synchrone qu'asynchrone.
Donc, voilà, ça va être complètement malade, ça va être vraiment fou, là. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Noëlle. J'ai la tâche odieuse de devoir respecter notre 15 minutes. Il nous reste 3 mesures à présenter, donc je vous invite dès à présent à venir me voir le reste de la journée si jamais vous avez des questions sur les mesures. J'en arrive donc à la mesure 20, développer les cours en ligne ouverts massivement, donc les clubs, pour répondre à des besoins de formation à grande échelle. Cette mesure-là, donc, elle est toujours en réflexion. On doit identifier ces besoins de formation à grande échelle. Parmi les réflexions qui sont en cours, dans les enjeux qui ont été identifiés par Yvan concernant la formation à distance, on a aussi ciblé la sensibilisation à la formation à distance. Il y a encore beaucoup de préjugés, d'idées préconçues dans les corps professoral face à la formation à distance. Donc, on réfléchit à la possibilité de faire un MOOC sur la FAD. Donc, c'est dans les intentions, les éléments qui sont en réflexion. Pour ce qui est de la mesure 21, regrouper l'ensemble de la formation à distance en enseignement supérieur, c'est le projet e-campus dont je suis également responsable au ministère. Avec ce projet-là, donc, les constats de base, c'est les défis, les enjeux de l'enseignement supérieur. Donc, vous les voyez à l'écran. Ces enjeux-là sont tirés de l'excellent avis du Conseil supérieur de l'éducation de 2015 sur la formation à distance. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à aller le lire. Il y a une très grande portée là, au niveau international. Donc, ça faisait partie des constats qui étaient à la base donc, de ce fameux projet. Il y a également des enjeux et des défis qui sont propres au Québec. On l'a vu hier avec le projet Scoatec et Cabano. Il y a une baisse démographique dans certaines régions. Il y a des classes qui peinent à avoir des étudiants. Donc, il y a également des difficultés de recrutement dans certaines régions. On parle notamment pour les collèges et les universités. Cette réalité-là est présente. C'est propre au contexte socio-démographique du Québec, mais ça peut également être applicable dans d'autres régions, d'autres provinces du Canada. Et il y a également l'évolution du marché du travail. Donc, ce qu'on a souhaité faire avec ce projet-là, vous voyez les objectifs, regrouper l'offre de FAD des établissements québécois, encourager la reconnaissance d'équivalence en FAD, encourager également le déploiement d'une offre de formation de qualité équivalente. Il y a encore beaucoup de critiques quant à la qualité de la FAD, donc ça fait partie de nos objectifs. Également, favoriser les partenariats entre les établissements pour le développement concerté de l'offre. À partir du moment où on déploie l'offre de formation à distance, bien, ça accroît la concurrence entre les établissements. Donc, comment, collectivement, on peut se doter de modèles qui vont permettre d'atténuer cette concurrence puis de faire rayonner l'expertise puis l'offre de chacun des établissements. Et le dernier, qui est aussi la mesure 22 du plan d'action numérique, favoriser le partage d'expertise en formation à distance. Pour pouvoir réaliser ce projet-là, on a fait une veille des e-campus ailleurs au Canada, notamment e-campus Ontario, et on a eu des échanges avec ces gens-là qui nous disaient que à certains égards, le plus grand manquement, ça avait été de ne pas inclure les parties prenantes dans la réflexion entourant ces grands projets technologiques. Donc, nous, au Québec, ce qu'on a souhaité faire, mettre en place un vaste chantier de travail. 175 représentants de collèges et d'universités qui ont travaillé dans la dernière année pour réfléchir notamment au projet, mais aussi à la formation à distance. Il y a des enjeux de financement, de développement et de gestion de l'offre. Il y a tout aussi l'enjeu d'évolution du rôle du personnel en contexte de FAD qu'on souhaitait aborder de façon collective. On a eu plus de 56 rencontres. On a utilisé notamment Moodle pour favoriser les échanges. Il y avait des représentants de l'Abitibi-Témiscamingue, de Chicoutimi. Donc, comment on fait rencontrer ces personnes-là sans accroître les frais de déplacement? Donc, on a mis en place Moodle avec un plugin VIA à l'intérieur pour favoriser les échanges à distance. Je me dépêche, j'ai presque terminé. Donc, vous voyez la philosophie, la philosophie de co-construction qui est à la base de ce vaste projet. Bien évidemment, ce n'est pas toujours parfait, ce genre de démarche, mais ce qu'on constate à l'issue de cette démarche de chantier, je ne peux pas vous dévoiler davantage sur les résultats du projet, mais je peux vous dire, parce que le rapport final est en cours de validation auprès de nos autorités et je vais laisser au ministre l'occasion d'annoncer les résultats de ce grand chantier. Mais ce qu'on constate, en fait, c'est que le fait de travailler collectivement sur ce projet-là, ça nous a permis d'aller vraiment beaucoup plus loin, d'enrichir vraiment les réflexions que ce qu'on aurait pu faire en tant que gouvernement seul par rapport à ce projet-là.
Donc, la dernière mesure liée à la formation à distance, favoriser le partage d'expertise en formation à distance. Il y avait dans le chantier un groupe sur le partage d'expertise. On parle notamment de créer des veilles partagées entre les établissements. Il y a vraiment de belles solutions qui ont émergé. Donc, je vous incite à demeurer à l'affût là, sur le site du ministère. Le rapport sera diffusé. Donc, ce qu'on souhaite faire avec cette mesure-là, favoriser l'innovation en matière de pédagogie numérique, soutenir le développement d'une intelligence collective dans un domaine qui est en pleine effervescence. Au Québec, on a différentes initiatives, donc ce qu'on souhaitait faire, c'est mettre en commun les expertises, valoriser les bonnes pratiques, puis vraiment créer une espèce de momentum, je dirais, pour favoriser le déploiement de la FAD. La logique, parce que seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va bien plus loin. Donc, c'est vraiment, je dirais, ce qui est à l'essence de notre plan d'action. Et j'ai terminé. Les exemples de bénéfices, donc, et de retombées qui sont escomptés par les mesures du plan d'action qui sont liées à la FAD, bien évidemment, on veut améliorer les services aux étudiants. Hein? C'est tous pour ça qu'on travaille à l'éducation. Également, favoriser l'accessibilité aux études dans toutes ses dimensions, tant spatio-temporelle hein, que dans toutes les autres dimensions, offrir davantage de flexibilité dans les parcours de formation. Éric en a parlé un petit peu plus tôt, mais cette réalité-là, elle est aussi présente à l'enseignement supérieur avec les étudiants qui, aujourd'hui, sont connectés sur leur appareil. Ils travaillent à temps partiel, donc on a vraiment une diversité d'étudiants. Comment on peut mieux les desservir? On voulait donc accroître la mobilité des étudiants, puis aussi trouver des solutions pour pallier à la baisse démographique qui coûte cher à notre système d'éducation québécois présentement, les mesures pour pallier à ces baisses démographiques-là, puis maintenir les programmes, la viabilité de tous les établissements. Donc, comment on peut se concerter pour pallier à cette baisse puis aux difficultés de recrutement dans différentes régions. Donc, le PAN, ça change quoi? Comme le disait Yvan, pour le moment, c'est difficile d'estimer les impacts de ces mesures-là. Donc, ce sera en cours, mais je pense qu'avec les 4 mesures pour la formation à distance qu'on a développées pour le plan d'action numérique, on a le potentiel de vraiment changer les choses dans les années à venir. En terminant, donc, je vous invite à aller visiter éducation.gouv.qc.ca. Hier, M. Stockless a présenté le cadre de la référence de la compétence numérique et il y a un webinaire jeudi le 30 mai, pardonnez-moi, sur le cadre de référence de la compétence numérique. C'est gratuit. Si vous voulez vous inscrire sur le site du gouvernement du Québec, vous pourrez en apprendre plus sur le cadre de référence. Si vous me permettez, pour ne pas perdre de temps, je vais enchaîner. Le pourquoi qu'à la suite, c'est l'UQAM, c'est parce que le ministère a, cette fois-ci, pensé aux gestionnaires. C'est super. Donc, on travaille en collaboration avec le ministère. On a eu une entente, donc on m'a mandaté pour mener une recherche, justement pour identifier les bonnes pratiques, les stratégies. Le micro, France, à côté du... Mais là, on ne voit plus. Faut que tu parles dans le micro, France. Parfait. Excusez. Parfait. Donc, comme vous pouvez voir, je suis un peu hyperactive. Hein, j'ai besoin de bouger quand je fais des présentations. Donc, c'est ça. Le ministère a mandaté l'Université du Québec à Montréal, dont moi, pour mener une recherche pour identifier les stratégies de gestion efficientes ainsi que les modèles déjà en place pour favoriser l'implantation de l'enseignement en ligne. Donc, on s'attarde toujours aux enseignants, mais dans notre système d'éducation, ce sont les gestionnaires, les responsables de l'implantation. Donc, au lieu que les gestionnaires sentent que c'est encore une lourdeur ou quelque chose qu'on leur impose, on travaille en collaboration. Alors, la recherche est en cours et le livrable est pour le mois d'avril, si je ne me trompe pas, M. Yvan? Donc, vous allez avoir en main des stratégies pour vous aider dans l'implantation et la recherche s'adresse aux gestionnaires au niveau primaire, secondaire, formation professionnelle ainsi que l'éducation des adultes. Et maintenant, nous allons vous présenter la façon, les stratégies qui ont été mises en place pour implanter la formation en ligne et hybride à l'Université du Québec à Montréal.
Alors, je fais place à mon collègue. Merci. Alors, le but de la présentation, en effet, c'est de vous montrer un peu le cheminement qu'on a pu avoir à l'UQAM donc, depuis quelques années pour implanter la formation à distance. Il y a un contexte qui est spécifique, à savoir qu'entre 2005 et 2012, donc, la TELUC était rattachée à l'UQAM. Et donc, du jour au lendemain, je dirais, nous n'avions plus en fait d'outils pour développer de la formation à distance dans notre université. Elle existait, je dirais, de manière éparse, entre autres avec l'École de sciences de la gestion qui a eu des programmes donc, en formation à distance. Alors, le but, c'est un peu de vous montrer ce contexte très rapidement, puis on vous montrera donc surtout ce qui s'est fait en fait depuis 1 an, quand on a lancé notre plan d'action un peu au niveau de l'UQAM. Donc, en premier, on avait WebCity, donc on parle de 2007, et on a voulu changer en fait d'environnement numérique d'apprentissage. On s'est tourné vers une version, on a pris Moodle. On a commencé un premier plan stratégique, 2009-2014, pour définir un peu nos besoins. Des consultations, je vais venir rapidement, la création, ce qui a été très importante, d'un carrefour technopédagogique, où justement des technopédagogues, on en a quelques-uns dans la salle ici qui sont présents, soutenaient donc les enseignants de l'UQAM. Et puis, donc un programme court aussi de 3e cycle en pédagogie universitaire sur aussi les environnements numériques d'apprentissage. Donc, à partir de 2018, donc c'est tout récent en fait, il y a une volonté de développer une politique plus large au niveau de l'UQAM. Donc, je vous disais, il y avait avant des initiatives qui étaient plus faites de manière éparse. Donc là, on essaie de voir de manière plus globale un peu comment implanter ça. Donc, il y a eu un budget qui a été dédié pour la formation à distance, donc avec un plan triennal qui a été mis en place et des modalités budgétaires donc de support aux initiatives. Alors, tout est parti d'un comité local, le comité d'apprentissage recherche, qui dépend d'un vice-recteur, de notre vice-recteur au système d'information à l'UQAM. Donc, son but, en fait, c'est de conseiller les différentes instances de l'UQAM sur tous les projets prioritaires donc, qui touchent le numérique, je dirais, aussi bien pour la recherche que pour l'enseignement. Donc, et d'élaborer un certain nombre de groupes de travail qui peuvent être spécifiques, dont un, en fait, qui est vraiment lié à la formation à distance, la formation en ligne. Donc, on essaye à chaque fois d'intégrer l'ensemble de la communauté dans notre démarche, à savoir aussi bien des professeurs de toutes les facultés, des chargés de cours, les maîtres de langue, et puis les représentants des différents services qui sont primordiaux. Donc, on a pu, en fait, le premier mandat était de créer un plan d'action sur l'enseignement en ligne et donc d'établir des directives pour concrétiser un peu ce plan d'action. Dès le début, en fait, très rapidement, on s'est dit qu'on ne voulait pas aller vers un modèle unique d'enseignement en ligne. Donc, on voulait, en fait, laisser le choix, comme je vous expliquerai un peu plus tard, au programme, en fait, de choisir quelle était la modalité la plus adaptée, disons, pour leurs besoins. Donc, on s'est retrouvé aussi bien avec des programmes qui allaient plus vers du bimodal, d'autres qui étaient en mode synchrone ou d'autres en mode asynchrone. Aussi, donc évidemment par rapport, je dirais, plus au niveau syndical, de voir en fait la reconnaissance de la tâche. Donc on s'est dit que la formation à distance, c'est une modalité comme une autre, comme le présentiel. Donc pour nous, un concours qui soit en présentiel ou à distance était reconnu de la même manière. Aussi, on voulait respecter les différentes conventions collectives, donc aussi bien des chargés de cours, professeurs, maîtres de langue, au niveau des respects de la propriété intellectuelle. Et je pense que c'est ça, dans les années, quand il y aura des renouvellements de conventions collectives, ça va être un des éléments qu'on va devoir intégrer aussi de manière peut-être plus formelle. On a un support, donc je vous parlais tout à l'heure du carrefour technopédagogique qui est là. Je vais passer rapidement là-dessus, mais on dirait que c'est vraiment un support donc, pour l'accompagnement et le soutien de tous les projets donc, en lien avec les technopédagogies ici à l'UQAM. Donc, on a une équipe qui est dédiée à ça. On a un centre de formation aussi au soutien académique qui existe. Ça, on va le passer aussi. Donc, un ensemble, disons, de supports administratifs pour toutes les enseignants, disons, qui veulent embarquer là-dedans.
Alors, le premier appel à projet s'est effectué l'année dernière. On clôt le deuxième appel à projet dans quelques jours. L'idée, c'était d'avoir un budget, d'allouer un budget aux enseignants qui désiraient développer des cours à distance. Ce budget, en fait, était à peu près de l'équivalent de $2 000 par tranche de 3 heures de cours donnés, de cours médiatisés. Donc, on avait des budgets, en gros, qui pouvaient être, en fait, entre $3 000 et $15 000 pour un cours de 45 heures au complet, avec deux versements qui se faisaient au tout début du projet, puis en milieu de projet. Donc, les dépenses admissibles, c'était dégrèvement, de dire on va libérer, par exemple, des professeurs d'une tâche d'enseignement pour qu'ils aient le temps, en fait, de créer ces cours à distance. On a tout le matériel technopédagogique aussi, des supports étudiants aussi pour faire, par exemple, de la recherche documentaire, des choses, des éléments comme ça. Et donc, le carrefour technopédagogique qui nous supporte tout au long, en fait, du processus. Alors, l'année dernière, c'est ça, on a eu la première phase avec 33 demandes qui ont été déposées, en fait 47 demandes de l'ensemble de l'université. On avait donc aussi, au niveau technologique, un wiki pour donner les informations aux membres de l'UQAM, toute une équipe aussi qui pouvait aiguiller, je dirais, les demandes des enseignants. Donc, ce qu'on a vu, en fait, au bout de la deuxième année, un certain nombre de principes qui commençaient à se dégager, à savoir que le financement, en fait, on offre un financement que quand il y a un appui officiel, soit des assemblées départementales ou des comités de programme. Comité de programme, c'est important parce qu'en fait, dans nos comités de programme, on a autant de représentants étudiants que de représentants professoraux. Donc, les étudiants ont aussi leur mot à dire au niveau de l'intégration de la formation à distance. On va y aller. Donc, premier résultat, on voyait aussi qu'il y avait une inégalité suivant les facultés, où entre autres, on voit très clairement en tout cas que les facultés d'éducation et de sciences humaines ont eu beaucoup plus de projets présentés. Donc ça, on est de la première année, et c'est essentiellement des professeurs, peu de maîtres de langue ou de chargés de cours qui ont participé à cette première, qui ont répondu à l'appel de cette première demande. Donc, des enjeux administratifs, évidemment, pour nous. Donc, identifier, par exemple, les modalités dans lesquelles les cours sont donnés, aussi bien pour les étudiants que les enseignants. Savoir que quand un étudiant s'inscrit, savoir dans quelle modalité le cours va s'offrir. Les cours sont faits, comme je vous disais, au niveau des programmes. C'est les programmes qui choisissent ces modalités plus spécifiques. Prise en compte des étudiants étrangers dans l'élaboration de ce type de cours, évidemment. Très rapidement, l'UQAM, en fait, puis c'est un point avec le plan d'action numérique dont on a entendu parler. L'UQAM fête ses 50 ans. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et donc, en fait, on a voulu faire un certain nombre d'événements tout au long de l'année. Et je vous invite, en fait, en octobre 2019, à une chorégraphie avec 50 robots et 2 danseuses, en fait, de l'UQAM. C'est une collaboration en fait qu'on a. On a même, puis j'ai vu la présentation de Sophie qui parlait de Mario Bros. Et un des robots justement est Mario Bros en personne. On va en fait, c'est un pont aussi parce que toutes les capsules justement qu'on va pouvoir créer au niveau de la programmation, de voir un peu d'intégration du numérique, de la robotique par exemple. Ces capsules-là aussi, la formation va se faire à distance. Donc c'est des outils qu'on va pouvoir, je dirais, mettre à disposition de l'ensemble de la communauté au Québec. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Une minute. Une question. Oh. Je vous repasse. Alors, vous avez terminé, si j'ai bien compris. Oui, bon, merci. Alors, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, est-ce qu'on peut commencer par le web? Oui, on va commencer par le web, Denis. Oui, alors, afin de mobiliser de manière optimale les gens de notre milieu au sujet du plan d'action numérique, est-ce possible de préciser la date limite pour l'appel de projet pour 2019-2020?
De plus, est-ce que le formulaire 2019-2020 est maintenant disponible? Est-ce qu'on sait c'est pour quel ordre d'enseignement? Pour l'enseignement supérieur ou pour l'éducation? Ça n'a pas été précisé dans la question, désolé. On va répondre aux deux. Donc, pour l'éducation, pour l'appel de projet, pour justement les projets innovants dans les écoles primaires, secondaires, ça devrait être dans les prochains jours que le formulaire va être disponible là, pour les écoles et les services éducatifs des commissions scolaires. Donc, vraiment, tout est prêt. Il reste juste à l'envoyer, si on veut. Là. Donc, dans quelques jours, ça devrait être arrivé dans les milieux. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, étant donné que l'appel de projet est enchâssé dans les règles budgétaires des collèges et des universités, et donc ces règles-là sont en processus de consultation auprès des établissements, l'information devrait être disponible là, dans les prochaines semaines. J'invite la personne à se référer à sa direction d'établissement pour plus d'informations. Il y a des communications officielles qui sont envoyées à cet effet-là. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est bien. Denis, est-ce que tu as d'autres questions sur le web? Aucune autre question. Moi, j'aimerais juste vous apporter un commentaire où on parle de co-construction nationale. Ça vous sonne des cloches? Quelqu'un veut réagir à ça? Ça correspond bien au travail que vous faites? La co-construction nationale? Commentaire personnel? Non, c'est... Juste pour bien me mettre en contexte. Oui, c'est sur le Padlet. Ah oui. Bien, national, si c'est entendu au sein de la province québécoise. Oui. National au sens canadien du terme, non. Par contre, c'est sûr et certain que le Québec souhaite contribuer à la francophonie canadienne, notamment au développement de la formation à distance au niveau canadien. Donc, s'il y a des intentions de concertation nationale sur ce domaine, bien évidemment, nous pourrons être présents. Là, donc, mais la concertation pour le e-campus était bien québécoise. Parfait. Je n'ai qu'un commentaire, c'est que c'est tout un honneur pour nous d'avoir ici la présence des gens du ministère de l'Éducation du Québec. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère juste que l'an prochain, vous reviendrez et qu'on vous donnera plus de temps pour présenter. Parce que d'être la gardienne du temps puis vous sentir stressé, j'ai pas aimé ça. Alors, merci infiniment.